Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne. Nous avons fait un petit tour de certaines organisations qui ont participé à cette guerre d'Espagne. Il y en aura d'autres à présenter, notamment dans le camp des nationalistes basques ou des nationalistes catalans, mais nous en parlerons quand nous passerons notamment à la chute du Pays basque ou à la chute de la Catalogne, qui seront l'occasion de revenir sur ces mouvements. Mais maintenant, il est temps d'avancer un peu dans l'histoire. Et en fait, non, même pas vraiment d'avancer un peu dans le déroulement des événements, puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder la question de la participation des puissances étrangères. Sujet qu'il nous faut aborder et étudier avant de passer à la suite, parce que on va arriver au moment où ces puissances étrangères s'impliquent massivement dans la guerre d'Espagne et en bouleversent le cours. Cette guerre va être en effet un enjeu pour la plupart des puissances étrangères. Un enjeu politique avec trois camps globalement, la Révolution, que l'URSS prétend défendre officiellement, même si dans les faits, elle va agir comme force contre-révolutionnaire, la démocratie bourgeoise, avec la France et l'Angleterre, et de l'autre côté, le nationalisme réactionnaire de l'Allemagne et de l'Italie qui vont soutenir Franco. Cet enjeu idéologique joue dans l'opinion publique. D'un côté, l'arrêt du coup d'État est vu comme une première victoire sur le fascisme, après ses succès dans l'Italie et en Allemagne. De l'autre, pour beaucoup, la révolution espagnole est vue comme l'extension du bolchevisme, alors que le parti communiste bolchevique est très faible en Espagne à son début. C'est aussi un enjeu stratégique, avec des ressources importantes, des bases en Méditerranée, la possibilité de prendre la France à revers du côté de l'Allemagne et d'Italie, et de nombreux pays, allant de la France à l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, la Belgique, les États-Unis, etc., ont des intérêts dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture espagnole. Les camps internationaux qui vont se former vont refléter en partie, mais en partie seulement, les camps de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout le camp de l'Axe qui se forme vraiment en ce moment-là. Ça en fait, d'un certain point de vue, un prémisse à la Seconde Guerre mondiale, une sorte de répétition générale, ce qui est la thèse avancée par les historiens Serge Bernstein et Pierre Milza. Mais il faut quand même voir que l'initiative de la participation n'est pas venue de l'étranger. C'est les deux camps en Espagne qui sont allés demander de l'aide parce que le pays manquait cruellement d'équipements militaires, de chars, d'avions, de munitions et même d'une industrie de guerre. Et si aucun soutien matériel n'était venu, les deux camps se seraient vite retrouvés incapables de poursuivre le combat par manque d'armes. Pour les pays du camp de l'extrême droite, il s'agit là de tester la résistance des démocraties bourgeoises à leurs manœuvres et de tester également leurs armes sur le terrain. Ce sera également l'occasion de poursuivre le rapprochement entre les deux puissances de l'Axe, l'Italie et l'Allemagne, qui malgré leur proximité idéologique avaient plusieurs points de désaccord, et leur entente n'était pas naturelle. De leur côté, les démocraties bourgeoises ne vont pas être unanimes, avec d'un côté l'Angleterre qui a un gouvernement conservateur et des intérêts économiques en Espagne, qui va être rétive à soutenir l'Espagne républicaine qui penche trop à gauche à son goût, et certains même au sein du gouvernement préféraient une victoire des nationalistes, là où la France du Front populaire se sent plus proche du gouvernement espagnol. Donc maintenant passons du coup à l'attitude française. Allons, enfants. Donc juste après le déclenchement du coup d'État, Blum souhaite apporter une aide matérielle à l'Espagne républicaine. Et il la prépare avec ses ministres, répond ainsi favorablement à la demande envoyée la veille par le Premier ministre espagnol José Giral, éphémère Premier ministre du début de la guerre civile, et donc accepte de livrer des armes et des munitions à l'Espagne. Cependant, il va être confronté à plusieurs problèmes qui vont faire obstacle à sa volonté. D'abord, il va se rendre compte de l'hostilité des Britanniques à un tel soutien. Or, la base de la politique étrangère française durant cette période, que ce soit celle de Blum ou d'autres gouvernements de cette période, c'est la solidité de l'alliance franco-britannique face à l'Allemagne. Blum peut donc difficilement aller à l'encontre de leur volonté. Il doit en plus dans le même temps faire face à une campagne de presse importante lancée par la droite, qui s'oppose à toute aide au Front populaire espagnol, mais même au sein du Front populaire français, il y a des divisions. L'aile droite de la majorité est contre l'aide, que ce soit la majorité des radicaux, ainsi que l'aile pacifiste de la SFIO. Or, ces personnalités, donc notamment des radicaux opposés à l'aide à l'Espagne, ont des postes stratégiques importants, notamment le ministère des Affaires étrangères et de la guerre. Il n'est donc pas possible de faire sans eux pour soutenir l'Espagne. On a également l'opposition du président du Sénat, du président de la République, mais également de l'armée, des grands industriels et de forts courants pacifistes dans l'opinion qui craignent d'énerver l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en aidant l'Espagne républicaine. Face à toutes ces oppositions, Blum est coincé. C'est dans ce contexte que se déroule le Conseil des ministres du 25 juillet. Lors de celui-ci, la décision va être prise de vendre du matériel militaire au Mexique, pays qui a décidé d'appuyer la République espagnole. Et donc, on ne vend pas directement à l'Espagne, mais par un intermédiaire, et ainsi, ça passe mieux.
On aura également du passage clandestin d'avions qui va être organisé à l'initiative de Pierre Cot, qui est certes un radical, mais un des rares au sein du parti radical à soutenir la République espagnole. Et ça va être notamment organisé par son directeur de cabinet, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, Jean Moulin. Blum va également chercher à infléchir la position anglaise et faire basculer ses opposants internes à ses positions, mais il va échouer. Il aura également un temps envisagé de démissionner, mais il en sera dissuadé notamment par les partisans de la République espagnole qui préfèrent avoir un Blum aux affaires qui peut faire passer quelques petites choses plutôt que d'avoir un président du Conseil plus hostile à la République. Et c'est donc dans ce contexte qu'il va proposer une option d'une non-intervention multilatérale afin de tenter d'empêcher l'Allemagne et l'Italie de soutenir le camp franquiste. Il y aura cependant des livraisons qui vont avoir lieu et dès juillet 1936, 70 avions vont être vendus à la République et des dizaines de milliers de tonnes de matériel vont passer par les Pyrénées avec du coup la bienveillance du gouvernement français qui va varier quand même en fonction des périodes. Il sera également envisagé en mars 1938 d'intervenir militairement en Catalogne afin d'empêcher qu'elle tombe aux mains des franquistes. Mais les autorités militaires s'y opposent et Blum, qui vient de revenir au gouvernement, n'a pas d'appui solide dans son camp et va renoncer. Par la suite, Blum est écarté pour de bon du gouvernement et ses successeurs vont plutôt chercher la conciliation avec les forces de l'Axe et les nationalistes et vont même négocier une reconnaissance de Franco, même s'il faudra attendre la victoire du coup franquiste pour qu'elle soit officialisée. Puisque du coup, une telle reconnaissance va rencontrer quand même l'opposition d'une grande partie de la gauche et qu'elles vont rencontrer quelques obstacles. Ainsi, on a des négociations qui s'ouvrent en avril 1938, qui vont obtenir l'arrêt du passage d'armes et de matériel par les Pyrénées à partir de mai-juin 1938, avec comme ambition de tenter d'empêcher l'Espagne de rejoindre totalement le camp de l'Axe, en cas de victoire nationaliste qui semble alors de plus en plus probable, et préserver les intérêts économiques de la France en Espagne. Cependant, en septembre 1938, il y a la crise des Sudètes qui détourne l'attention internationale de la situation espagnole, ce qui fait que les négociations s'interrompent et que même la France prévoit une intervention militaire en Espagne en cas de guerre afin de sécuriser sa frontière et la Méditerranée. Et la France, toujours divisée sur la question, ne reprendra pas les négociations, passant maintenant à la position des Britanniques. Ceux-ci vont être les plus fervents partisans d'une neutralité, mais sans être en mesure de l'imposer aux forces de l'Axe, et vont être surtout efficaces à faire pression sur la France pour qu'elle ne soutienne pas trop les républicains, et donc leur attitude va au final plutôt favoriser les nationalistes, et même dans les actes, ils vont laisser les nationalistes utiliser leur ligne téléphonique à Gibraltar, alors que les navires républicains n'auront pas le droit de s'y approvisionner. Cependant, donc l'Angleterre rallie l'option d'un comité de non-intervention, interdit toute vente d'armes depuis son pays vers l'Espagne, et va donc défendre la mise en place du comité de non-intervention, qui, malgré le fait que l'Allemagne et l'Italie traînent des pieds, va aboutir à un accord qui va être finalisé le 9 septembre 1936 entre 25 pays. Mais ce comité ne sera jamais très efficace et l'Italie, l'Allemagne, le Portugal également ne vont pas le respecter, malgré des mesures de contrôle qui seront totalement insuffisantes. Pour beaucoup en Angleterre, la véritable menace alors, c'est l'URSS, pas l'Italie et l'Allemagne nazie. Et pour certains, une entente avec ces deux pays, notamment l'Italie, est souhaitable. Et donc il ne pouvait pas être question de s'opposer trop fortement aux puissances fascistes. De leur côté, les travaillistes sont plutôt pro-républicains, ainsi qu'une partie des libéraux, mais ils sont minoritaires. Et donc l'Angleterre va rapidement négocier avec le camp nationaliste, dès avril 1937, notamment afin d'assurer la continuité de livraison de minerais venant d'Espagne, quel que soit le vainqueur. Et ils vont faire preuve de faiblesse durant tout le conflit. Même quand des navires civils britanniques sont coulés par des navires et des sous-marins nationalistes italiens, ils ne vont pas bouger. Lorsque des observateurs du comité de non-intervention sont tués par les nationalistes, ils ne bougeront pas non plus. Ils vont également, avec la France, tenter de faire preuve de médiation entre les deux camps pour aboutir à une solution de paix. Et après les accords de Munich, l'Angleterre tentera de parvenir à un accord similaire en Espagne, mais sans succès. On peut aussi citer rapidement la situation des USA qui vont eux aussi choisir la neutralité en interdisant toute vente d'armes en Espagne. Il y aura quand même un courant pro-républicain assez important. Roosevelt lui-même était plutôt dans le camp favorable au camp républicain, mais face au milieu d'affaires et aux catholiques dans le pays très opposé au gouvernement rouge d'Espagne, et avec la tradition isolationniste du pays, il ne va pas prendre de mesures pour les soutenir. Passons maintenant aux forces de l'Axe. Dès le début de la guerre civile, Franco contacte l'Italie pour demander des livraisons d'armes et les nationalistes déclarent que le sort de l'Espagne n'est pas seul en jeu, mais qu'il s'agit d'une croisade contre le bolchevisme. Le 22 juillet, Franco contacte également l'Allemagne, alors que Mola envoie à son tour un émissaire monarchiste en Italie, et les deux pays vont répondre favorablement à ses avances, malgré l'opposition personnelle du roi d'Italie et une hésitation de l'Allemagne.
Franco a pris les devants dans ces opérations et ça lui a permis de bénéficier du gros du soutien de l'Axe, ce qui va renforcer sa position au sein du camp nationaliste, notamment sur le plan matériel. Ainsi, 2 semaines après le début du conflit, les premiers avions italiens et allemands vont arriver et le Portugal va assurer également un soutien technique aux rebelles, une base arrière ainsi qu'une propagande en leur faveur. Militairement, le soutien va quand même être moins important du côté du Portugais parce que leur armée était quand même assez faible. Il y aura également le cas d'avions italiens qui vont s'écraser au Maroc français, ce qui va dévoiler leur participation, mais sans faire bouger le camp des alliés de la France et de l'Angleterre. On a également les flottes allemandes et italiennes qui vont protéger le passage des troupes factieuses au Maroc, les Allemands qui vont dès mi-août 1936 envoyer du matériel qui va passer par le Portugal, sans reconnaître encore officiellement le gouvernement factieux. Ce ne sera fait qu'en novembre 1936, la diplomatie allemande souhaitant afficher officiellement une certaine neutralité. Et en plus, il faut voir que l'aide à Franco passe outre en fait l'administration officielle de la diplomatie, mais passe directement par Hitler. Et donc c'est plutôt du coup en fait les militants nazis plus que l'administration allemande dans l'organisation de l'aide au camp nationaliste. Et du coup en fait c'est surtout ça qui va défavoriser Mola, c'est que lui était passé par la diplomatie officielle. Et donc ces démarches vont avoir moins de succès, là où Franco est passé directement par les nazis. De plus, il apparaît à leurs yeux comme ayant plus la stature d'un dirigeant, notamment aux yeux d'Hitler, donc il va être avantagé. Au début, leur aide est assez discrète. Ils ne sont pas censés aider le camp nationaliste officiellement. Mais bon, rapidement ça sera connu et ils vont aider de plus en plus ouvertement le camp nationaliste. Ils vont notamment permettre du coup de mettre en place un pont aérien entre l'Afrique et l'Espagne, permettant aux troupes de Franco au Maroc de passer sur la métropole dans la péninsule espagnole, donnant un avantage important au camp nationaliste. Pour Mussolini, il s'agit alors de poursuivre sa lutte anticommuniste, mais également de renforcer son influence en Méditerranée. Il va également envoyer des troupes. Officiellement, il s'agit de volontaires partant d'eux-mêmes, mais dans les faits, le régime organise les départs. Le commandement des troupes sur place est assuré par des officiers italiens, et certains soldats sont même envoyés sans être volontaires. En novembre 1936, ces envois s'accélèrent, et en 2 mois, 10 000 hommes sont envoyés. En un an, c'est plus de 50 000 soldats italiens qui seront en Espagne et seront jusqu'à 70 000 en mars 1937. Les meilleurs généraux du pays sont envoyés pour les commander et il s'agit de troupes qui sont indépendantes du coup de l'Espagne nationaliste, elles ont leur propre commandement afin d'assurer la gloire de l'Italie en cas de succès. Mais ces troupes feront preuve d'une faible efficacité et certes, après avoir rencontré quelques victoires, ils vont subir des revers qui vont nuire à l'image du régime fasciste. En effet, comme ce ne sont pas tous des volontaires, ils ont un moral assez faible, mais seront un appoint lors de plusieurs batailles qui va quand même pas mal aider le camp nationaliste. Il y aura également les sous-marins italiens qui vont couler les navires républicains et soviétiques, mais également des navires britanniques. Ce qui va provoquer quand même quelques protestations plus sérieuses du côté du gouvernement britannique, et ça va conduire l'Italie à mettre fin à cette pratique, mais sans que cela change l'attitude des démocraties bourgeoises. L'Allemagne, de son côté, va s'engager moins à fond. En effet, elle n'a pas d'intérêt particulier en Espagne, et le nazisme se sent moins proche du franquisme, très marqué par le catholicisme, que l'Italie fasciste, qui est un pays très catholique aussi. Pour Hitler, c'est surtout une stratégie en fait de diversion. C'est maintenir un lieu de conflit pour occuper les démocraties de l'Ouest pendant qu'il manœuvre en Europe centrale. Et donc, la guerre d'Espagne est une diversion qui doit durer. Franco ne doit pas gagner trop vite. Il souhaite cependant qu'au final, Franco gagne, l'emporte sur la gauche et éloigner l'Espagne de la France et de l'Angleterre. Il y aura ainsi 10 000 Allemands à peu près en Espagne, donc 7 fois moins que les Italiens, notamment avec la Légion Condor, qui sera plutôt des troupes d'élite. C'est plutôt une aide d'encadrement, de formation et un soutien aérien, plus que des combats au front. Il y aura un total de 16 000 Allemands qui vont venir durant toute la durée du conflit pour soutenir Franco. Ils sont moins nombreux, mais ils seront plus efficaces que les Italiens, donc notamment la Légion Condor, qui va s'illustrer militairement positivement, humainement très négativement, notamment avec le bombardement sur Guernica. Ils sont recrutés en Allemagne et envoyés comme tourisme par l'organisme Le Travail par la Joie, afin de le faire sous couverture. Il y aura également une importante aide matérielle. L'Allemagne va également profiter du bombardement d'un de ses navires de surveillance en zone nationaliste par l'aviation républicaine pour bombarder une ville républicaine, ce qui va provoquer des réactions d'indignation, mais aucun acte concret pour s'opposer à l'Allemagne nazie. Et l'Espagne républicaine non soutenue n'osera pas riposter contre l'Allemagne. Alors, par contre, à partir de 1938, l'Allemagne va se désintéresser un peu de ce conflit afin de plus en plus avoir ses propres objectifs en Europe centrale. Par la suite, il y a également les accords de retrait des volontaires étrangers qui est signé avec la France et l'Angleterre, ce qui fait qu'une partie des volontaires vont partir, mais pas tous, l'accord ne sera jamais respecté totalement. L'Allemagne va également obtenir des avantages économiques à cette aide, notamment avec une mainmise sur les mines espagnoles, et ils vont recevoir ainsi en 1937 1,6 million de tonnes de fer. Ils vont également renforcer leur partenariat culturel et politique,
permettre ainsi la censure de livres et la livraison d'exilés à l'Allemagne nazie. Le principe de non-agression et de neutralité bienveillante est mis en place et l'Espagne va rejoindre le pacte anti-comintern contre les communistes. En Amérique du Sud, on a également le Chili qui va soutenir les nationalistes, ainsi que le Salvador et le Guatemala, qui furent les premiers pays à reconnaître l'Espagne nationaliste dès le 8 novembre 1936. De leur côté, les républicains, au final, vont pouvoir compter surtout sur l'aide de deux pays, l'URSS et le Mexique. Le problème, c'est que ce second est beaucoup moins puissant et bien plus loin. Cette aide permet le camp républicain de tenir, mais sans jamais être suffisant pour compenser l'écart matériel avec le camp franquiste et leurs alliés. Il y a 3 temps à discerner dans la position du RSS. D'abord, une neutralité de fait, avec certes des témoignages de sympathie, de solidarité, mais pas d'actes concrets. Il faut voir que Staline prône le socialisme dans un seul pays, il ne cherche nullement à étendre la révolution, juste à avoir des appuis dans les autres pays. En plus, on est dans une période où l'URSS cherche à obtenir un réseau d'alliances face à la menace nazie, un réseau dans lequel les puissances démocratiques auront une place intéressante, bien plus que l'Espagne qui est faible militairement. Il ne faut donc pas les brusquer. Donc l'URSS défend l'idée de soutenir l'Espagne, mais en gardant une très grande prudence dans leurs actions, même si le pays semble préparer l'expédition de matériel militaire au cas où et qu'elle fournit du pétrole. Le grand tournant a lieu à partir d'octobre 1936. C'est là que du coup l'appui de l'URSS et la République va devenir beaucoup plus considérable. Il faut voir que les événements en Espagne ont suscité l'émotion des militants de gauche de toute l'Europe. Et l'URSS peut difficilement y rester sourde, Staline craignant de perdre du prestige s'il ne fait pas au moins semblant d'aider la République. De plus, avec l'intervention germano-italienne qui est de plus en plus visible, l'URSS se dit qu'elle peut bien agir, déjà pour ne pas leur laisser le champ libre, mais en plus ça lui donne un alibi pour le faire. L'objectif est également d'éviter que la France soit encerclée par les nationalistes, afin qu'elle puisse représenter une menace pour l'Allemagne, au cas où l'Allemagne attaque l'URSS. Donc c'est un jeu de billard à 3 bandes, on aide la France pour qu'elle puisse nous aider après. Cependant, à partir de l'été 1938, l'aide va ralentir progressivement, jusqu'à un abandon total de la République. Déjà parce que le camp républicain semble condamné à perdre, donc là c'est une cause perdue qui ne vaut plus vraiment le coup de soutenir. L'URSS voit le refus des démocraties également de s'allier avec elle face aux forces de l'Axe, et donc c'est à ce moment-là que Staline décide un changement de stratégie après les accords de Munich, et négocie avec l'Allemagne nazie, ce qui va conduire au pacte germano-soviétique, mais du coup également à lâcher l'Espagne républicaine. Et de plus, l'URSS veut concentrer ses moyens de défense sur son territoire. Quelle forme va prendre cette aide? Du matériel militaire, vivres, essence également. Il faut voir que plus de la moitié des avions républicains vont venir du RSS durant cette période. Il y aura également des chars qui vont jouer un rôle important, des voitures blindées, etc. Et tout ça sera transporté soit par la mer, soit par la frontière française, par les Pyrénées. Notamment pour passer outre les sous-marins italiens qui torpillent les navires russes. En termes d'effectifs, les Russes ont été très peu nombreux sur place. Moins d'1 millier, des officiers, des techniciens, souvent présents sous de faux noms, quelques pilotes, des agents du NKVD également, afin de faire pression sur le gouvernement républicain pour renforcer la position de leur soutien. Il y aura également des journalistes pour œuvrer à la propagande, mais l'aide soviétique va surtout passer par l'appui à l'organisation des brigades internationales, qui seront numériquement l'aide militaire la plus importante dont bénéficiera l'Espagne républicaine. Mais ça, nous en parlerons dans la vidéo spécifique. Il y aura également du coup des matériels et des fonds qui seront livrés, notamment à travers le Secours Rouge International. Et en ce qui concerne le Mexique, du coup, ils vont livrer des fusils et des cartouches, plusieurs dizaines de milliers de fusils, plusieurs millions de cartouches, mais leur éloignement géographique et leur faiblesse va faire que leur aide va être assez peu importante. Et au final, dans tous les cas de tous les camps qui vont envoyer du matériel à l'Espagne, ce sera souvent du matériel obsolète. Souvent, en fait, on se débarrasse, les différents protagonistes vont se débarrasser de leur ancien matériel. Quant aux armes récentes qui sont envoyées, c'est surtout pour être testées et utilisées souvent du coup par les soldats du camp qui envoient. Donc c'est notamment le cas de l'Allemagne nazie, d'Italie fasciste, un peu de l'URSS aussi. Il s'agit voilà, de quelque chose assez minoritaire. C'est pour tester. Il ne faut pas priver son propre pays de son équipement militaire. Et ce n'est pas des dons, il y a des ventes. L'URSS du coup va vendre massivement à l'Espagne et se faire payer très cher, notamment avec la question de l'or espagnol, sur laquelle nous reviendrons dans une autre vidéo. Mais globalement, on peut le voir du coup, à l'été 1938, la défaite du camp républicain semble inévitable. Plus aucune puissance ne va les soutenir, surtout qu'elle se désintéresse de la question espagnole, notamment parce que les tensions montent ailleurs, notamment avec la crise tchécoslovaque. De plus en plus de pays vont reconnaître Franco, qui va du coup se retrouver renforcé au final. Il faut aussi voir que si on parle de l'intervention étrangère, les grandes entreprises des autres pays vont également soutenir les nationalistes avec des ventes à crédit, puisque du coup l'Espagne nationaliste n'a pas d'or et ne pourra donc financer ses achats qu'à crédit,
à différence du coup de la République espagnole qui paye directement. Il faudra attendre fin 1938 pour que l'opinion publique se soucie de nouveau de la situation en Espagne. La débâcle suscite la pitié, de nombreux dons affluent de la part de particuliers ou de pays, mais rien qui ne puisse changer le cours de la guerre, juste soulager le calvaire des civils, mais qui va demeurer un calvaire malgré tout. C'est terminé pour cette vidéo qui est vachement longue, là je vois sur mon enregistrement. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer, à la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!